Bonsoir à vous fidèles abonnés, bonsoir chers jardiniers, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Je vous laisse le temps de vous connecter, on va parler d'un sujet. Ce sujet m'est venu en tête juste tout à l'heure quand j'ai fait un post où je demandais aux internautes ce qu'ils avaient planté ou semé cette année. Et donc en lisant des commentaires, j'ai vu pas mal de choses, des gens qui m'envoyaient des photos, des images. Et quand je regardais ces images-là, ça faisait froid au dos. Voilà pourquoi j'ai donc directement eu l'idée de faire un direct comme celui-ci pour qu'on essaye de se dire certaines vérités. Et pour se dire ces vérités-là, ne soyez pas les seuls à pouvoir bénéficier de ces connaissances-là. Voilà pourquoi je vous demande, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande de partager fortement cette vidéo. Ça pourra aider pas mal de personnes. Partagez-la auprès de vos contacts, auprès de vos amis. Partagez cette vidéo massivement. Est-ce que nous devrons engraisser les plantations? C'est-à-dire que est-ce qu'on doit fertiliser des plantations qui se trouvent dans des zones riches en matière organique, on va dire dans des zones arables, dans des zones fertiles? Est-ce qu'un agriculteur qui se lance dans le secteur agro-pastoral et qui se trouve dans ces zones qui, depuis que la terre existe, on n'a jamais pioché là-bas, est-ce qu'on doit engraisser, est-ce qu'on doit fertiliser ces zones-là pour booster les rendements? Donc, je vous invite à partager. Et pour ceux d'entre vous qui ont eu à me signaler que ils voient toujours mes publications parfois 1 ou 2 jours en retard, je vous prie, soit vous vous désabonnez de nouveau, vous vous désabonnez, vous vous abonnez encore. Quand vous avez cliqué sur abonner, une fois, vous cliquez encore là-bas, la deuxième fois, et on va vous présenter une grille, on va vous demander, vous allez choisir favori. Et quand vous allez choisir favori, ça va permettre que dès lors que je poste une vidéo en agriculture, dès lors que je fais un post, vous avez directement cela sur votre mur. Donc si parfois des gens ne voient pas à temps opportun mes publications, peut-être c'est parce qu'ils sont abonnés par défaut. Donc il faut, quand c'est ainsi, vous vous désabonnez si vous voulez, vous vous réabonnez de nouveau et vous cliquez encore là la deuxième fois. Ça va vous proposer cela, vous allez choisir sur favori. Ça permet que dès lors que je poste quelque chose, vous l'avez automatiquement. Donc, nous sommes là. Je salue tous ceux qui sont en ligne. Je ne sais pas de quel pays vous écrivez. Voilà. Je lis un peu les commentaires là. Je ne sais pas de quel pays vous écrivez. Partagez la vidéo, appelez vos amis à regarder ceci là. Parmi vos amis, il y a certainement des gens qui nourrissent le rêve de se lancer dans le secteur agro-pastoral. Et j'ai toujours dit dès le départ que le secteur agro-pastoral est un secteur juteux, certes, mais beaucoup de personnes se cassent le nez là-bas juste parce qu'ils y entrent sans connaissance de base. Moi y compris, ça a été mon cas hier. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que j'ai pu améliorer des mauvaises techniques que j'appliquais dès le départ et je me suis en sorti comme je pouvais à ce jour-là. Mais il y a beaucoup de personnes qui se lancent et qui se cassent le nez, mais n'ayant plus de liquidité, de moyens financiers, ils vont tout simplement abandonner. Voilà pourquoi, dans ce secteur juteux, comme je l'ai dit, il faut toujours vous rapprocher des leaders, il faut toujours vous rapprocher des mentors, des gens qui exercent le secteur depuis plusieurs années et qui font leurs preuves au quotidien. Donc, c'est un secteur qui est difficile, rassurez-vous, parce que je le disais il y a quelque temps que les semences même que nous avons dans nos marchés, parfois sont des semences améliorées, parfois sont des semences hybrides. Et quand vous prenez une semence hybride améliorée, et que vous ne savez pas que derrière cette semence que vous avez prise, il y a tout un traitement que vous devrez suivre pour à la fin avoir des récoltes, vous vous lancez sans maîtriser cela, vous allez perdre tout simplement votre argent dans les plantations. Non seulement vous allez perdre l'argent, vous allez perdre votre temps. Vous voyez?
Vous allez perdre votre argent et vous allez perdre votre temps. Donc, je salue tous ceux-là qui m'écrivent de la Côte d'Ivoire, le Mali. Je salue monsieur Chimin Joumechi qui nous suit. Mohamed Koulibaly également, Diallo Alpha, Amadou de la Guinée. Ouais, Alassane aussi de la Guinée. Jocelyn Kouyaté qui nous écrit du Cameroun. Voilà. Je vous salue tous. Je salue aussi Niveau Delphin qui nous écrit de Madagascar. Alors, nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Et ouais, il y a des gens qui appellent là, je ne sais pas s'ils appellent pour intervenir, mais je vais décrocher. Si ce n'est pas le cas, je vais raccrocher. Tami Jardin, Paul Raymond à l'appareil, bonjour. Oui, allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Pardon? Oui, si vous pouvez me rappeler dans 30 minutes. J'ai cru que vous appelez pour intervenir à l'émission. Je dis, si vous pouvez me rappeler dans 30 minutes, j'ai cru que vous appelez pour intervenir à l'émission qui est en cours. Ah, d'accord. Bon, dans 30 minutes, vous me rappelez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, donc, le thème de ce jour, c'est est-ce qu'on doit fertiliser des plantations qui se trouvent dans des zones arables, qui se trouvent dans des zones fertiles? Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Les gens sont en train de signaler la vidéo. Hein. Donc, partagez, envoyez les cœurs pour contrebalancer ceux-là qui signalent la vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Je vois là, les gens qui envoient les têtes de mort là. Pour quel but? Bon, je ne sais pas. Mais, donc, est-ce qu'on doit fertiliser une plantation qui se trouve dans une zone fertile, dans une zone arable et propice à l'activité agricole? Alors, je vais commencer par dire ceci. Il y a plusieurs années, nous, on allait tous dans les plantations avec les parents. Et parfois, on faisait de la culture du maïs, du haricot, des pommes de terre, etc., etc., sans fertilisant. Mais le plus souvent, on avait de bonnes récoltes. Ceux qui regardent cette vidéo, vous devrez vous en rendre compte que parfois, quand on partait dans les plantations, on n'engraissait pas des plantations, mais on avait des bonnes récoltes. Sauf qu'il ne faut pas confondre l'aventure d'il y a 10, 20 ans à l'aventure d'aujourd'hui. Parce que généralement, quand nous, on partait dans les plantations avec les parents, on faisait de l'agriculture de subsistance. Vous voyez, on partait dans les plantations pour cultiver le maïs, le haricot, parce que c'est ce qu'on consommait au quotidien. C'est vrai que quand il y avait excédent, les parents vendaient cela dans les marchés. Maintenant, à partir du moment où les gens parfois, quand je dis à partir du moment, c'est-à-dire à partir de cet instant où on voit beaucoup de personnes qui prennent des centaines et des centaines d'hectares pour faire l'agriculture, parfois dans des zones très riches en matière organique. À partir du moment où vous embrassez l'agriculture à but économique, la donne change. Parce que comme je l'ai dit, hier, lorsque nous faisions les plantations avec les parents, l'objectif premier même n'était pas pour aller vendre ça dans les plantations. L'objectif premier, c'était d'abord de subvenir aux besoins de la famille. Et l'objectif secondo, c'était maintenant de vendre l'excédent s'il y a excédent. Or, aujourd'hui, les gens font beaucoup plus l'agriculture à but économique parce qu'ils comptent vendre leur production dans les marchés. Et maintenant, la question que je pose, comment vous avez 100 hectares, 200 hectares, parce que j'ai visité pas mal de plantations ici, là, au Cameroun, où je visite des plantations où la plus grande plantation que j'ai visitée ici, là, c'est un type qui avait pratiquement 500 hectares.
et voulait lancer un vaste projet là-bas. 500 hectares de plantation. Alors, je vais vous demander, comment vous voulez faire peut-être 100 hectares, 150, 200, 500 hectares de plantation? Et vous pensez, objectivement, que vous allez gérer ces plantations comme vous les gériez il y a 10, 20 ans? Je ne dis pas que c'est possible, parce que avant de vous lancer, il faudrait aussi savoir ce que vous voulez faire de votre récolte. Si votre récolte, à la fin, vous allez les acheminer dans les marchés comme tout le monde, vous conviendrez avec moi que si vous faites du bio, le bio coûte cher. Comment je veux dire? Le bio coûte extrêmement cher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez cultiver par exemple la banane, plantain, en bio. Moi, je cultive peut-être la banane plantain en bio. Un collaborateur à côté cultive aussi sa banane plantain, mais en conventionnel, c'est-à-dire qu'il y met des pesticides, des engrais, etc. Demain, là où on ne mesure, c'est-à-dire que là où on ne mesure pas l'ampleur des choses, c'est que parfois on fait ça sans savoir que demain, moi qui ai cultivé du bio et lui qui a cultivé du conventionnel, on va converger vers le même marché. Et lorsque je vais me présenter dans le marché avec mes produits bio, avec mon régime de plantain peut-être que je vends à 5 000 francs, parce que je sais qu'en cultivant du bio, j'ai dû dépenser beaucoup plus que lui qui a fait du conventionnel. Lui, il va se présenter dans le même marché avec le même régime de plantain. Son régime de plantain sera à 3 000 francs, alors que le mien sera à 5 000 francs. Alors, si vous faites de l'agriculture, sachant que vous avez déjà des personnes qui sont capables de débloquer 5 000 francs de leur poche pour vous payer votre bio, alors faites du bio. Là, je vous encourage même à faire du bio. Parce que moi, personnellement, il y a des cultures que je ne fais qu'en bio. Je ne fais qu'en bio parce que on a déjà une communauté. Cette page, c'est une communauté qu'on a formée au fil de temps. Ça fait qu'au jour le jour, les gens m'appellent parfois pour me demander des produits bio. En fonction de leur santé, en fonction de comment ils ressentent le produit bio dans la bouche. Parce que ça, c'est clair que le produit bio et le produit conventionnel, les deux n'ont rien de commun. Rien, strictement rien. Quand vous consommez un produit bio, vous n'avez pas besoin de faire des grandes études d'agriculture pour comprendre que ce que vous venez de consommer là, c'est du bio. Maintenant, si vous vous lancez dans le secteur, sachant que vous avez déjà un carnet d'adresses des personnes qui veulent consommer du bio, ben, lancez-le et faites du bio. Mais ne vous lancez pas dans le domaine en choisissant directement, en embrassant le bio, sans savoir à qui vous allez vendre. Parce que comme je l'ai dit, demain vous allez vous retrouver dans les marchés avec des cultivateurs, avec des agriculteurs qui ont fait des conventionnels, des produits conventionnels. Et sur les étals, vous allez poser vos étals. Les produits bio, le plus souvent, ne sont pas très captivants à l'œil. Écoutez très bien ce que je dis. Voilà pourquoi je demandais de partager massivement cette vidéo. Parce que vous qui suivez, vous ne savez pas des personnes, en partageant la vidéo, vous ne savez pas qui vous allez sauver derrière cela. Et j'invite également des gens qui peuvent apporter de la contradiction, de le faire. Vous voyez? Donc, si quelqu'un veut intervenir à cette émission, je vais vous donner le numéro sur lequel vous pouvez appeler pour donner votre expérience. Nous avons encore maximum 10 à 15 minutes et on va mettre un thème assez direct parce que j'ai une conférence tout à l'heure à tenir au quartier Sinté pour la fête de l'agence, les jeunes de l'agence qui m'ont invité à une conférence. Donc je serai là-bas dans quelques instants
pour tenir une conférence sur l'entrepreneuriat. Donc, si quelqu'un veut appeler, j'espère que vous avez votre téléphone pour noter le numéro. Si vous voulez appeler, vous composez, si vous êtes à l'extérieur du Cameroun, composez le plus 237, plus, je reprends, vous composez le plus 237, 659, 46, 67, 32. Je ne sais pas si je peux épingler le numéro là. Je vais mettre là le plus 237, 659, 46, 67, 32. Donc, voilà le numéro que je viens d'afficher. Si quelqu'un veut appeler directement pour intervenir, il peut le faire maintenant. Donc, je disais ceci. Lorsque vous avez décidé de vous lancer dans l'agriculture, vous devrez avoir votre cible. Et votre cible ne doit pas être ma cible. Votre cible n'est pas ma cible. Parce que dans ce domaine, dans les marchés ou bien au quotidien, on a des types de clients qu'on répertorie. Ça veut dire que moi, j'ai dans mon carnet d'adresses des clients du bio. Et j'ai dans ma liste d'adresses également des clients qui n'ont pas la capacité. On va décrocher cet appelant. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Tammy. Oui, bonsoir, madame. Oui, je suis en train de suivre votre direct. Là, je vous ai écrit il n'y a pas longtemps, avant que vous ne lanciez le direct. Oui. Et en vous demandant aussi si vous pouvez passer un jour chez moi au Togo à propos de la plantation de bananes plantains, en fait. Oui. Ouais. Oui, en regardant le direct, j'ai bien compris, mais le problème que moi je pense que tu ne soulèves pas est le problème du climat en fait. Le problème exemple, cette année, moi je vais climat. Ah ok, d'accord. Je vais revenir là-dessus. Ok. Par exemple, moi je vais donner mon exemple. Au fait, cette année, moi j'ai fait 4 hectares de maïs. Oui. Au fait, le but n'était pas de faire de maïs bio, non. Mais à cause de la saison, on a fini par faire de maïs bio. Pourquoi? J'explique. Quand on a semé le maïs, après, il n'a pas plu. Oui. Ça a pris du temps. Il a plu, je pense, 10 ou 11 jours après. Oui. Donc déjà, il faut voir la catastrophe arriver. Oui. Après, quand la pluie est revenue, bon, il faut comprendre que tout n'a pas poussé comme il fallait. Donc, du coup, après ça, la pluie a encore cessé. On voulait mettre de l'engrais, mais le problème, c'est que après, le temps de mettre de l'engrais est passé. Donc, on a dû laisser ça comme ça. Et voilà, le rendement n'a pas été ce qu'on attendait, mais voilà quoi. On a fini par faire du bio avec une maigre production. Mais voilà, comme vous l'expliquez bien, c'est bien de l'expliquer, mais des fois aussi, on est contraint par la saison, quoi. Oui. Vous êtes du Togo, mais vous appelez de quel pays, s'il vous plaît? J'appelle de la Suède. De la Suède. Donc, je vais vous répondre. Vous avez fini? Oui, j'ai fini. D'accord, merci d'avoir appelé, madame. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir. Donc, là, ce que la dame vient de souligner est très important. Voilà pourquoi, dès le départ, je vous ai demandé partagez ce direct. Partagez ce direct dans différents groupes auprès de vos amis.
Ce que la dame vient de souligner, elle dit qu'elle est de nationalité togolaise, mais elle vit en Suède. Maintenant, la dame vit en Suède et qu'est-ce qu'elle décide d'investir en Afrique dans la culture maraîchère? Et pour ceux qui regardent cette page, qui suivent cette page depuis longtemps, j'ai toujours déconseillé auprès de tous ceux qui m'ont contacté ne vivant pas dans leur territoire d'origine où ils veulent investir, d'éviter de faire dans les cultures maraîchères. Vous n'allez jamais, au grand jamais, vous en sortir. C'est impossible. Et je voudrais voir des gens qui vivent à l'étranger, qui ont essayé ces cultures maraîchères, de venir me démontrer, me dire comment ils ont fait pour réussir. On a besoin de savoir comment vous vivez à l'étranger et vous faites des cultures maraîchères. C'est impossible. Je dis bien, c'est impossible de vivre, même quand vous vivez, je prends l'exemple, même si la dame vivait au Togo, par exemple, imaginons que la dame vivait peut-être au Togo, à Lomé, disons à Lomé, et elle est fonctionnaire, elle est dans un bureau climatisé, et elle décide de faire cette même culture dans son village, peut-être à 200 km de Lomé. Ce seraient les mêmes résultats. Et ce seraient des mêmes résultats, pourquoi? Parce que les cultures maraîchères sont des cultures à cycle court. Ces cultures maraîchères sont faites pour des gens comme nous. Nous qui sommes sur le terrain. Les cultures maraîchères ne sont pas faites pour des gens qui ne sont pas sur le terrain. Oubliez ça. Si vous n'êtes pas capable de vous lever le matin à 6 heures pour démarrer votre moto, votre vélo ou marcher à pied, je ne sais pas, pour aller suivre ces cultures maraîchères, vous allez vous casser le nez. Et voilà pourquoi, dans les jours à venir, nous allons faire des émissions comme celle-ci, où vous allez interagir en vidéo, c'est-à-dire que ce sera comme une télévision, où on aura sur l'écran plusieurs participants. Chacun, on va inviter des gens qui vont intervenir, on va faire des sujets, et des gens vont intervenir de par le monde entier pour dire ce qu'ils pensent sur les sujets qu'on va développer. Donc, on le fera dès les prochains jours. Donc, je disais que les cultures maraîchères a déconseillé formellement pour toute personne qui n'a pas au moins, c'est-à-dire que qui, par semaine, n'est pas présent dans les plantations, au moins 5 fois. Je dis bien au moins 5 fois, c'est le minimum. Pourquoi je dis ça? Ouvrez grand vos oreilles. Voilà, ceux qui appellent sur le second numéro, c'est avec ce numéro-là qu'on est en train de faire le direct. Donc, je vous ai donné le numéro pour appeler, qui est le plus 237 6 59 46 67 32. Ceux qui ont suivi, vous pouvez mettre cela en commentaire pour aider des gens qui voudraient intervenir. J'étais en train de dire ceci, que les cultures maraîchères sont des cultures à cycle court. Et les cultures à cycle court, c'est-à-dire que des cultures qui vont produire au bout de 3-4 mois. Alors, imaginez-vous un temps soit peu, quelqu'un qui vit en Suède et qui décide de faire la culture du maïs au Togo, par exemple. Il est en Suède. Maintenant, il va appeler, je ne sais pas qui, un ingénieur ou bien quelqu'un qui est sur les plantations. On va lui dire, pour 1 hectare, il faut la semence. Il faut peut-être, je ne sais pas, disons n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Il faut 40 kilos de semences. Il faut 5 sacs d'engrais. Il faut 10 sacs de fientes. Il faut les insecticides, etc., etc. Alors, lorsque vous validez le projet, qu'est-ce qui se passe? Puisque vous êtes en Suède, vous avez le cash flow. Et c'est là où les gens de la diaspora tombent le plus souvent. Où les gens injectent des grosses sommes dans des projets juste par le fait de la confiance.
C'est-à-dire qu'à un moment, on a l'impression que nos frères, lorsqu'ils sont sortis de l'Afrique, ils ont perdu toute capacité de critique vis-à-vis de ceux qui sont en face d'eux. Voilà pourquoi, généralement, dès lors qu'on leur parle d'un truc, bon, ils croient. Parce que parfois, ils sont aussi dans des pays où les gens sont beaucoup plus sérieux là-bas. Les gens, quand ils disent des choses là-bas, les gens, quand ils disent des choses là-bas, c'est beaucoup plus sérieux. Donc, on croit. Donc, vous êtes en Suède, par exemple, quelqu'un est au Togo, il vous dit qu'il faut ce matériel-là pour 1 hectare peut-être de maïs. Au début de la plantation, vous n'êtes pas là, c'est-à-dire quoi? Quand on désherbe, vous êtes absent. Quand on sacle, vous êtes absent. Quand on sème, vous êtes absent. Quand on vient sacler, vous êtes absent. Quand on vient récolter, vous êtes absent. En fait, vous êtes absent sur tout le cycle de production. Bon, maintenant, imaginons un temps soit peu. Parce que ce que je dis là, vous allez dire que ce n'est pas, il y a des gens honnêtes, etc. Je vous dis, 99% des gens à qui vous allez seulement envoyer de l'argent pour suivre votre projet, surtout dans les cultures maraîchères au pays, rassurez-vous, vous allez perdre. Parce que lorsque vous envoyez peut-être 10 sacs de fientes, 4 sacs d'engrais, vous prenez 5 ouvriers pour suivre les plantations. Si le monsieur, sur les 10 sacs d'engrais, il achète juste 2 sacs, vous faites comment pour savoir? S'il achète juste 1 sac de fientes, d'engrais chimiques, sur les 4 sacs que vous lui avez envoyés, vous faites comment pour savoir? Si par hasard, il vous avait dit qu'il faut 5 ouvriers, s'il n'en prend qu'un seul, vous faites comment pour savoir? Et je profite pour vous dire quelque chose qui m'est arrivé une fois, lorsque je partais à une descente sur le terrain en Koteng. Je ne sais pas si c'était en Koteng. Bref, c'était quelque part à Yaoundé, j'ai oublié le nom du village, ça devrait être un Koteng. Ça devrait être un Koteng. Le monsieur vivait à Dubaï et il avait les plantations de bananiers, plantains. Et lorsqu'il m'a appelé pour qu'on fasse une descente sur le terrain, en fait, ce n'était pas pour engager un projet. Il avait déjà les bananiers plantains dans ces plantations qui étaient en pleine production. Et il m'a dépêché pour qu'on fasse la descente sur le terrain là-bas. Et donc, puisqu'il m'a appelé quand il était à Yaoundé, et il m'a donc dit, on a calé la date, et il me dit, bon, il faut que j'appelle les gars dans les plantations pour leur dire qu'on va arriver tel jour. Je lui ai directement dit, surtout pas, ne les appelle surtout pas. Il m'a demandé pourquoi il ne doit pas les appeler. Je lui ai dit non. Mais toi, tu vis à Dubaï. Déjà, moi, je sais la catastrophe qu'on va trouver dans les plantations. Je ne suis jamais allé dans tes plantations. Mais toi, tu vis à Dubaï. Je sais ce qu'on va trouver là-bas. Mais ce que je disais, je ne mesurais même pas l'ampleur parce que vous allez comprendre ce qui s'est passé par la suite. Donc, il me dit, ok, j'ai compris. Donc, du coup, il n'a pas appelé les gars qui étaient dans les plantations. Et je vous rappelle, le gars avait 3 hectares de bananiers plantains. Et écoutez bien le nombre d'ouvriers qui travaillaient sur les 3 hectares. 6 ouvriers qu'il payait 50 000 francs chaque mois. Ça veut dire 300 000 francs chaque mois déboursé juste pour payer les ouvriers. Voilà donc une autre question que en fait, parce que quand je parle, je vois tellement des choses, des ambiguïtés qui se passent. Vous voyez quelqu'un qui paye 6 ouvriers juste pour 3 hectares. Ça veut dire qu'il ne connaît pas, il ne comprend pas. Voilà pourquoi je dis l'agriculture, ce n'est pas un terrain de jeu. Avant de vous lancer, il y a des préalables que vous devrez maîtriser. On va continuer. Je vous raconte la suite de l'histoire. Je vais le convaincre à ne pas appeler les gars qui sont dans les plantations. Et il va le faire. Le jour où on décide de partir, je vais quitter Chang
puisque je vais quitter Tchang, puisque quand on fait parfois les descentes sur le terrain à Yaoundé, on quitte Tchang. Si par exemple, je prends un exemple, si la descente, on doit faire la descente mardi, nous on quitte Tchang lundi. On arrive à Yaoundé. Dans la soirée, on passe la nuit à Yaoundé. Et le lendemain, maintenant, mardi, on fait la descente. On va faire la descente, retourner à Yaoundé où on va dormir là-bas et rentrer le mercredi. Et donc, le jour où on décide de faire la descente, on arrive à Yaoundé, on prend le bus qui doit nous laisser en Cotin. Je pense que c'est un Cotin. On nous laisse en Cotin. Maintenant, en Cotin, on a pris une moto, puisqu'on était deux. On a pris une moto qui nous a bâché et nous a amenés dans les plantations. Lorsqu'on arrive dans les plantations, aucun ouvrier, je dis bien, lorsqu'on arrive dans les plantations, il n'y a aucun ouvrier. Je ne sais pas s'il y a des personnes parmi vous qui ont vécu ce type de choses. Bon, déjà quand on arrive là, puisqu'il y a la cabane, on ne voit personne en cabane, on décide de foncer dans les plantations, on fonce, on sillonne les plantations, on ne voit personne. Lui, il appelle parce que pendant qu'on cherchait, il appelait, mais comme il n'y avait pas de réseau, il essaye de se déplacer. À un moment, il a le réseau. Il appelle et celui qui décroche, c'est en fait, il appelle le responsable, enfin, je veux dire, le chef des ouvriers dans les plantations. Et il demande au chef d'ouvrier, oui, comment, tu es où? Il dit, on est dans les plantations, on est en train de désherber toute la partie basse, comme c'est, on est en train de vouloir retirer tous les plantains dans la partie basse. Mais le gars dit, mais on était dans la partie basse. Le gars redescend, il dit, mais vous êtes à quel niveau dans la partie basse? Parce que on est dans les plantations. Le gars n'a plus ouvert sa bouche, même un seul mot. Les gars n'étaient pas dans les plantations. En fait, voilà la réalité. Voilà la réalité des gens qui parfois veulent investir dans des projets, je veux dire, surtout dans des cultures maraîchères alors qu'ils ne sont pas sur place. Voilà la vraie réalité. Imaginez-vous un gars qui débourse 300 000 francs chaque mois pour payer 6 ouvriers dans les plantations de 3 hectares. On arrive, mais ils ne sont pas là. Mais comme ils ne sont pas là, ils émagent. À la fin du mois, ils ont leur salaire. À la fin du mois, ils ont leur salaire. Voilà pourquoi je disais que sur 100 personnes de la diaspora, parfois, qui viennent investir en Afrique, il y a au trop une personne, peut-être c'est exagéré. Je ne sais pas, je suis peut-être en train d'exagérer, mais très peu de personnes réussissent. Parce que dès le départ, il y a certaines choses que vous n'avez pas respectées. Et quand vous ratez la fondation d'une maison, peu importe ce qui suit, vous êtes dans l'échec. Voilà pourquoi il y a des préalables que des gens négligent dès le départ, qui vous rattrapent. Il y a des préalables que vous négligez dès le départ, et ces préalables vous rattrapent. Voilà pourquoi parfois les gens te disent, ils vont t'appeler, ils disent que on a telle chose, on veut faire telle chose. Nous on leur dit, avant de vous dire quoi que ce soit, nous voudrions être sur le terrain pour voir, pour voir au moins où est situé votre terrain, où est situé votre domaine, là où vous voulez investir. On n'investit pas comme ça là. Et parfois même quand on arrive dans les plantations, on invalide les projets. Et il vaudrait même mieux invalider un projet dès le départ et que la personne te paye la descente sur le terrain plutôt que d'aller mettre des dizaines de millions sur des projets qui n'ont ni tête ni queue. Pour rappel, ce monsieur qui vivait à Douala, à Dubaï, lorsqu'on descend sur le terrain, il me dit qu'il est à 13 millions de francs CFA. Et quand j'essaye de comptabiliser la plantation, je vois. Je parle bien. Quand moi j'essaye de comptabiliser ces plantations de 3 hectares de bananiers plantains, je me dis, mais le gars, quand il va même finir de vendre tout ça, il n'aura même pas 500 000 en poche. Ça, c'est la réalité. Il n'aura même pas 500 000 francs en poche.
Donc, on n'est pas là pour investir, on n'est pas là en train de faire l'agriculture dans le but de perdre. Caméra, moi, je ok, allez, minute le gumpa, mon juga. Ah, d'accord. Désolé, les gars, je saluais, je saluais les populations là. Donc, ce que je vous dis là est fondamental. Voilà pourquoi je dis, en fait, cette vidéo doit être partagée. Partagez-la. Partagez-la auprès des gens, sensibilisez les gens. Parce que nous sommes convaincus que on ne pourra se développer que grâce à l'agriculture. Mais, dans cette agriculture, il faut éviter de faire l'aventure. Dans le secteur agricole, on ne vient pas s'aventurer. On ne vient pas faire des choses parce qu'on a vu telle personne a fait. En fait, aujourd'hui, je vois un peu, les gens font des choses comme du. C'est-à-dire que quelqu'un est en Europe, par exemple, ou en Amérique, il dit j'ai des plantations au Cameroun, j'ai des plantations de maïs, j'ai des plantations de tel truc. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi je disais, le plus gros, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas sur place, qui ne sont pas capables d'être là pour gérer leur propre investissement, vous pouvez encore, à la rigueur, planter des arbres fruitiers. Et vous savez pourquoi je dis, il vaudrait mieux planter les arbres fruitiers que de faire plutôt dans les cultures maraîchères. Ben, c'est parce que un arbre fruitier peut vivre plus de 100 ans. Ceux qui suivent cette vidéo, certains ont peut-être un goyavier, un manguier, un corosolier ou bien un safoutier derrière leur maison et qui, depuis leur naissance, ont toujours consommé ces avocatiers-là ou bien ces manguiers-là. Ces avocatiers-là sont toujours là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les arbres fruitiers, par exemple, les arbres fruitiers, voilà, on va prendre aussi cet appel. Bonsoir. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Tami. Je suis madame Violet. J'essaie de vous écrire, en fait, vous êtes contacté sur WhatsApp. Je vous suis sur Facebook depuis. Bonsoir, madame Violet. Oui, bonsoir. Donc, comme je disais, je vous suis sur Facebook et vos conseils m'intéressent, mais je ne veux pas juste rester à vos conseils parce que je veux commencer une plantation de bananes plantain. Bon, vous êtes en train de suivre le direct, vous vous appelez par rapport au direct que je suis en train de faire? Oh non, je ne suis pas sur le direct. Voilà, vous n'êtes pas sur le direct, donc je vous prie de me rappeler dans 1 heure, dans 2 heures comme ça là, parce que je suis en direct comme ça là. J'ai cru que vous appelez pour intervenir. Oh non, je n'ai même pas dit que vous étiez en direct, hein, je m'excuse. Non, il n'y a pas de quoi. Après, vous appelez de quel... Vous appelez de quel pays, s'il vous plaît? J'ai juste suivi les instructions qui demandaient que j'appelle entre 14 et 18 heures, donc c'est pour ça que j'appelais. Ah, vous appelez de quel pays? Oui, j'appelle depuis Chicago, les États-Unis, mais je veux faire une plantation, je veux commencer une plantation avec ma belle-mère. On a plus de 100 hectares, ok, de terrain. D'accord, rappelez dans 2 heures de temps, s'il vous plaît. Et même si je ne vous décroche pas, je vais vous relancer bien après, s'il vous plaît. Ok, merci. Merci, je vais suivre votre direct. Je ne savais pas que vous étiez en direct. Merci. Merci aussi à vous, madame Bivolet. À bientôt. Yes. Voilà, j'étais donc en train de dire que les arbres fruitiers, contrairement aux cultures maraîchères, ont ceci de particulier que quand, par exemple, vous plantez
vous avez des plantations, je vais dire par exemple quoi, de pruniers. Ces plantations-là n'ont pas besoin d'un suivi quotidien. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, vous êtes, peu importe le pays où vous êtes, et que vous décidez de vous lancer dans votre plantation, vous avez des plantations dans votre pays d'origine. Je veux dire des domaines, vous avez des terres dans votre pays d'origine. Et que vous voulez là-bas, que vous voulez lancer une spéculation agricole là-bas, et que vous choisissez les arbres fruitiers, au moins, c'est vrai, ça vous coûte cher parce que acheter un arbre fruitier, c'est un peu beaucoup plus cher. Mais seulement, vous n'avez pas besoin d'un entretien, d'un suivi quotidien. Ça veut dire que vous pouvez même, je prends un exemple de quelqu'un qui vit aux États-Unis, comme Madame Biola qui vient de nous appeler, qui veut lancer peut-être une plantation d'arbres fruitiers. Et on lui dit, à partir de tel mois, peut-être en avril prochain, on a vos plans, on peut les mettre dans les plantations. Madame Biolé, par exemple, comprend donc qu'elle peut organiser ses vacances. C'est-à-dire qu'elle peut prendre ses vacances au mois d'avril pour être au pays, le moment venu. Ça permet que quand elle est au pays, au moins, on descend avec ses arbres fruitiers et on les plante. Donc, ça fait que quand elle repart dans son pays d'accueil, elle sait au moins que ses vacances dans son pays d'origine ont été beaucoup plus favorables. Parce qu'elle part ayant planté tous ces arbres fruitiers, tout en sachant que le plus gros travail qui sera à faire, c'est peut-être de débroussailler environ tous les 3 mois. Bon, si les plants sont attaqués un peu, on peut venir pulvériser quelques fois là et c'est terminé. C'est complètement le contraire dans les cultures maraîchères. Dans des cultures comme les pastèques, où des tomates, je vois des gens qui sont aux États-Unis, en France, et qui me disent qu'ils ont des plantations de tomates ici. Mais je me demande que, mais vous faites comment? Moi, je cultive les tomates. Mais parfois, sur le marché, nous qui sommes sur le terrain, on se casse le nez. Vous qui êtes aux États-Unis, vous faites comment? Vous allez vous en sortir comment? Par quelle alchimie? Vous faites, c'est la sorcellerie, en plein jour. Vous allez faire comment pour vous en sortir? Quand, pendant même la récolte, vous n'êtes pas là. Si même on parvient à faire la récolte, parce que je connais des personnes qui ont investi plus de 10 millions dans les cultures maraîchères et à la récolte même, ils n'ont pas vu un cajot. Donc, les cultures maraîchères, si vous n'avez pas du temps, si vous n'êtes pas sur place pour gérer ces cultures maraîchères-là, oubliez. Par contre, je dis, cette année, j'ai fait tellement la culture du Bitakola où des gens ont pris les plants de Bitakola, parfois même venant de la Côte d'Ivoire où des gens ont acheté des semences de Bitakola, du Sénégal où des gens ont acheté des semences de Bitakola, où on a envoyé ça depuis le Cameroun en leur montrant comment ils pouvaient eux-mêmes créer leur pépinière et alimenter leur plantation. Et on leur disait que une culture comme le Bitakola a ceci de particulier que c'est une culture naturelle, c'est une culture qui existe depuis des milliers d'années, donc qui n'a subi aucune modification génétique. Ça fait que quand vous plantez, même si c'est dans la forêt, si vous plantez même un Bitakola dans la forêt, vous partez, vous allez revenir un jour que c'est en train de produire. Est-ce que c'est valable pour la tomate? Est-ce que vous pouvez planter la tomate, partir et revenir faire la récolte? Est-ce que vous pouvez planter la pastèque, vous partez, vous venez faire la récolte? Voilà pourquoi je dis toujours, nous ne standardisons pas les choses. C'est-à-dire standardiser les choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 personnes peuvent m'appeler et me soulignent le même problème. Mais ma façon de résoudre le problème de la personne A et de la personne B est différente. Vous savez pourquoi? Je dis bien ceci, écoutez-moi bien.
2 personnes peuvent m'appeler, ils ont le même problème et je solutionne les 2 problèmes différemment. Et je dis à la personne A que ton problème, voilà comment tu dois le résoudre. À la personne B qui a le même problème, je dis voici comment tu dois le résoudre. Et maintenant, si on change des problèmes, c'est-à-dire que si on change des solutions, on donne la solution de A à B et la solution de B à A, ça échoue complètement. Donc, voilà, j'ai développé pas mal de choses où, au cours de, je veux dire, j'ai développé pas mal de choses. Comme Shimi Jumeshi disait, qu'on s'éloigne un peu du sujet principal, ça c'est clair, je suis convaincu, mais c'était un sujet principal, j'ai développé ça à la base, je veux dire, j'ai commencé par ça et j'ai enchaîné avec d'autres. Le sujet principal, bien évidemment, c'était est-ce qu'on doit engraisser les plantations, est-ce qu'on doit engraisser des plantations qui se trouvent dans des zones fertiles. Et donc, je vous ai dit, en fonction de ce que vous voulez faire, est-ce que vous avez une clientèle qui veut du bio? Est-ce que vous avez une clientèle qui ne veut consommer que du bio? Si vous avez une clientèle qui est adepte du bio, bah, faites du bio. Mais si vous avez une clientèle qui n'a pas assez de moyens financiers, bah, faites du conventionnel. Et vous allez voir, peut-être dans votre pays, vous avez peut-être des expatriés qui sont là-bas, qui ont des plantations. Bref, il y a des expatriés qui ont des vastes plantations. Surtout quand les expatriés viennent dans nos pays, ils ne choisissent jamais n'importe quel type de terre. Ils choisissent toujours des terres arables. Ils choisissent toujours des terres sauvagement riches. Vous pensez que ces étrangers-là, ils cultivent du bio là-bas? Honnêtement. Vous pensez véritablement que les étrangers qui parfois possèdent des milliers et des milliers d'hectares ici, là, en Afrique, ils cultivent du bio là-bas? Que non, ils ne cultivent pas du bio là-bas. Ces plantations sont parfois, c'est-à-dire qu'on produit parfois là-bas à coups de pesticides, à coups de pesticides. Donc, moi, je ne vois pas, parce que quand par exemple, quelqu'un fait dans la production de la banane plantain, le vent. Voilà, quand quelqu'un fait par exemple dans la production de la banane plantain, dans une zone véritablement fertile, voilà ce qui se passe généralement. C'est que vous allez planter votre bananeraie, vous allez mettre sur pied votre bananeraie. Au départ, la bananeraie va bien se comporter. Mais sauf que cette bananeraie ne se comportera bien que pendant le temps où elle aura toujours de la matière organique dans le sol. Au fur et à mesure que les racines épuisent la matière organique dans le sol, cette bananeraie s'affaiblit. Et maintenant, si c'est en train d'affaiblir et que vous n'avez pas l'œil pour voir que à partir de ce moment, il faut engraisser la bananeraie, vous dites que dans notre zone, j'ai entendu beaucoup de personnes qui parfois sont dans les zones comme le sud de Cameroun, où on dit que les terres sont très riches et qui disent qu'ils n'engraissent jamais leur bananeraie. Bon, moi je n'ai rien contre vous, n'engraissez pas. Si vous avez des clients qui peuvent prendre ça, tant mieux pour vous. Mais si vous allez vous retrouver dans le marché avec des gens qui ont fait des conventionnels et qui ont des meilleurs régimes que vous et qui vendent moins cher que vous, ça veut dire que vous n'allez pas résister dans la course. Pour dire quoi? Pour finir, que si vous voulez vous lancer, si vous avez une terre riche, fertile, en fonction des cultures que vous voulez faire là-bas, sachez que, quelle que soit la fertilité du sol, viendra un moment où vous aurez besoin de mettre de l'engrais pour enrichir le sol. Parce que le sol n'est qu'un support. Vous pouvez même être dans une zone très pauvre.
une zone qui a été cataloguée comme une zone défavorable à l'agriculture. Tant que vous avez les moyens pour apporter à ce sol-là ce que la plante aura besoin, rassurez-vous, vous pourrez avoir des résultats. Donc fertiliser ou pas, tout dépend de vous. Tout dépend de votre carnet d'adresse. Moi, je fertilise. Il y a des cultures que je fertilise. Il y a d'autres que je cultive purement, naturellement. Et purement, naturellement, parce que j'ai certains clients qui sont hyper exigeants et qui me disent que qu'ils se rassurent que le produit que je leur apporte, écoutez bien, ils disent que même les fientes de poules, ils ne veulent pas qu'il y ait dans leur produit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe la petitesse du produit à la fin, ils sont capables de payer 2 ou 3 fois que ce que les produits conventionnels leur auront donné. Donc, à vous de maintenant essayer de voir comment vous gérez les plantes, comment vous gérez, mais je dis, peu importe la fertilité de votre sol, viendra un moment où vous aurez besoin des engrais, que ce soit chimique, que ce soit naturel, vous aurez besoin de ça pour engraisser votre terrain, pour engraisser votre sol. Donc voilà ce que je peux dire. Je vais lire quelques commentaires là, je ne sais pas si je vais pouvoir les lire. Ouais, parfait leader. Ouais, parfait leader me demande c'est quoi une zone fertile. Bah, une zone fertile, c'est juste, on va dire que c'est une zone qui est riche en matière organique. Une zone qui est riche en matière organique. Généralement, à l'œil nu, on voit des terrains fertiles. À l'œil nu, en fait, moi, à l'œil nu, je suis capable de voir un terrain et de définir sa fertilité. Et il y a plusieurs éléments qui peuvent vous permettre de voir si un sol est riche ou pas. Généralement, quand vous piochez aussi des sols riches, vous allez voir des insectes, des vers de terre. Cela symbolise justement que si ces vers de terre sont là, dans le sol, c'est parce qu'elles ont de la matière organique qu'elles recherchent là-bas. Donc, il y a plusieurs choses qui nous permettent de définir un terrain fertile. Il y a aussi la végétation. Lorsque vous arrivez dans un endroit et que vous voyez l'abondance en herbes, vous voyez comment les herbes sont en train de s'exprimer librement, les herbes poussent, etc. C'est aussi un indice qui permet de vous, qui permet de vous dire que le sol est fertile. Oui, je reviens avec Parfait Leader qui dit que mais la fertilisation n'est pas forcément minérale. C'est possible de fertiliser au mieux un champ sans chimie. Je suis d'accord. En fait, moi je suis totalement d'accord. Sauf que moi je fais la nuance. Et ma nuance c'est à quel niveau? Je vais prendre un exemple peut-être. C'est vrai que l'exemple n'est pas toujours la leçon. Mais on sait que les engrais chimiques tuent le sol. Tout le monde le sait. Moi, le premier. Tout le monde sait que les engrais chimiques tuent le sol. Mais tout le monde sait aussi que la bombe chimique est aussi nocive. Mais seulement, vous voyez un peu, c'est un peu, je vais dire quoi? C'est comme si vous êtes dans une guerre. Quelqu'un possède les Kalachnikov, la bombe chimique, et vous dit non, la bombe atomique plutôt est nocive, on ne doit plus fabriquer ça. Vous devrez utiliser les machettes et les lames de rasoir pour mener le même combat que nous. Vous comprenez que vous êtes dans un, c'est-à-dire que vous naviguez dans les nuages. Tout le monde sait que c'est nocif. Mais à un moment où on est en confrontation, parfois, on fait des choses justement parce que on veut s'affirmer. On veut s'affirmer. Ben, tu ne peux pas t'affirmer quand on te dit que l'Ukraine, la Russie importe, est le premier producteur de blé au monde.
Ben, vous pensez que la Russie, là, qui a des vastes... La Russie, c'est tout un continent. Vous pensez que la Russie, là, cultive son blé, là, qu'elle envoie partout dans le monde en faisant du bio? C'est impossible. Voilà pourquoi je dis que dans la guerre, dans toute guerre, ayons la cible. Quelle est notre cible? Dès le départ, je réponds comme ça à Parfait Leader. Ta cible dès le départ, c'est quoi? Je sais, Parfait Leader, c'est un frère. C'est un frère, on a vécu dans la même maison en Italie, à Parme, donc je le salue en passant. Mais qui investit aussi ici. Il n'est pas au Cameroun, mais il investit dans l'agriculture au Cameroun. Donc je réponds à mon ami Parfait en disant que quand on est en guerre, tout ce qu'on fait, parfois n'est pas toujours bon. Maintenant, il faut juste avoir sa cible, comme je suis en train de dire. Il faut avoir sa cible et comprendre que dans une guerre, tu ne peux pas faire le poids avec, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir la machette ou la lame de rasoir ou le ciseau et faire le poids avec celui qui a la Kalachnikov. Ça ne marche pas. Et si nous voulons développer l'Afrique, il doit falloir qu'on intègre ces deux facteurs. Savoir que ici, d'un côté, on a la population, une couche de la population qui n'a pas assez de moyens pour se nourrir. De ce côté, on a une autre couche de la population qui a de quoi payer, même des denrées alimentaires, c'est-à-dire qu'un fruit coûte 10 francs. Lui, il est capable de payer ce fruit à 1000 francs sans s'inquiéter. Alors, si toi, tu as ciblé des personnes à qui tu peux vendre ces fruits bio à 1000 francs, lance-toi dans ce domaine-là. Donc, je continue. Bon, quelqu'un me demande entre le palmier et le safou, quel est le plus rentable? Tout dépend. Ce qui est rentable au Cameroun n'est pas forcément rentable en Côte d'Ivoire. Ce qui est rentable en Côte d'Ivoire ne l'est pas au Gabon. Donc, tout dépend. Vous pouvez, bref, tout dépend. On peut pas, les choses ne se font pas comme ça, là. Vous pouvez, ici, là, par exemple, au Cameroun, les prunes peuvent coûter beaucoup plus cher. Les safous peuvent coûter beaucoup plus cher qu'en Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, on est encore en train de... La Côte d'Ivoire, c'est un pays où on ne cultive pas assez de safou. Pourtant, c'est bien répandu ici au Cameroun. Donc, vous comprenez que si peut-être vous êtes ivoirien et que vous faites dans la production de safou, demain, c'est probable que vous soyez l'un des leaders. Bon, quelqu'un me dit qu'il ne parvient pas, Marie-Catherine Biolet, ouais, qui nous a appelé, dit qu'elle ne parvient pas à partager le direct. Bon, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous êtes... Bon, je ne sais pas pourquoi. Peut-être vous allez essayer de le partager à la fin. Parce que c'est un direct. Quand vous allez le partager, il va rester tout simplement. Voilà les gars, voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est suite à la publication que j'ai faite tout à l'heure que cette idée m'est venue en tête et j'ai voulu discuter avec vous pour... Voilà, j'ai voulu discuter avec vous comme je disais. Voilà. Au moins, Jojo qui me demande, son nom là, son nom un peu, c'est mon ami aussi, voilà Jojo. Jojo, j'ai fait la chorale avec Jojo qui vient là. Le message est perdu là, je sais plus. Jojo, qu'est-ce qu'il dit? Bonjour Tami Jardin, tu as finalement fait comment avec le berger qui a détruit tes plantations avec son troupeau? Oui, le berger est venu me demander des excuses. Bon, j'ai accepté. Tout simplement, c'est ça le revers de l'agriculture. Parfois, on accepte, quand quelqu'un vient, il commet une bêtise et vient te demander, il te promet qu'il ne va plus venir là-bas avec ses vaches. Bon, j'ai accepté, j'ai perdu énormément, hein, énormément, vraiment, j'ai perdu. Parce que j'ai planté combien de cerisiers cette année? Plus de 500 cerisiers. Et quand vous passez dans la plantation, vous avez du mal en fait, vous avez du mal
à savoir qu'on avait planté quelque chose. C'est désolant, mais bon. Oui, Guillaume, Jérôme demande que je n'ai pas répondu à sa question. Sa question, c'était quoi? Vraiment désolé. Ouais, il insiste depuis là, je n'ai pas répondu à sa question. Ben, je ne sais pas c'était quoi la question. C'était mieux peut-être même d'appeler sur le numéro que je vous ai donné, ça allait, parce qu'il y a plusieurs personnes qui écrivent, hein, et c'est pas évident. C'est pas évident de faire un direct comme ça et de lire tous les commentaires, vraiment. Ouais, monsieur, il y a que monsieur Exil Miman qui demande s'il peut avoir une fiche technique de la culture de banane, de la banane plantain et de l'avocatier greffé. Les fiches techniques, probablement plus tard je pourrais faire certaines fiches techniques, mais je vous rappelle déjà que les fiches techniques ne doivent pas être standardisées. Moi, j'évite des choses standards. En fait, moi, je combats même ça. Vous voyez pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un hectare d'avocatier. Vous dépensez là-bas 3 fois que votre voisin qui a le même hectare d'avocatier. Parce que votre terrain n'est pas pareil, parce que vous n'avez peut-être pas la même texture du sol. Peut-être parce que lui, là, dans une zone fertile, toi, tu es dans une zone pauvre où il faut que tu engraisses beaucoup pour avoir du rendement. Tu conviens avec moi que si tu engraisses beaucoup, alors que lui n'engraisse pas, il est dans une zone fertile, il va faire des récoltes là où il n'a pas engraissé. Toi, dans ta zone, tu vas faire aussi des récoltes, mais tu auras dépensé beaucoup plus. Donc, les fiches techniques, il y a des trucs qu'il faut prendre dans des fiches techniques qui peuvent être la densité et même la densité. Parce qu'il arrive parfois même que, en fonction des sols, en fonction des difficultés qu'on rencontre, on conseille une densité plutôt qu'une autre à une personne. Et on lui explique les raisons pour lesquelles on fait cela. Nos explications sont terre à terre. Et lorsqu'on explique, même à un profane, lorsqu'on fait parfois les descentes sur le terrain, on explique au profane, on lui dit des choses terre à terre, sans complication, et il finit par comprendre. Voilà, bon, qu'est-ce qu'on va se dire là? Ah là là. Oui, bonsoir. Oui, aussi cet internaute qui dit combien de fois peut-on fertiliser son champ de bananes plantain par an. Voilà donc ce que je disais, qu'on ne peut pas standardiser des choses. Parce que vous, qui êtes peut-être dans une zone riche, vous n'allez pas fertiliser vos plantations de la même façon qu'une personne qui est dans une zone riche. Je veux dire, lorsque vous êtes dans une zone pauvre, vous ne fertilisez pas votre plantation de la même façon que celui qui est dans une zone fertile et riche. Ce n'est pas possible. Parce que la plante, c'est comme un être humain. Je prends un exemple. Lorsque vous buvez de l'eau ou lorsque vous mangez, quand vous êtes rassasié, si on vous apporte toujours, vous n'allez plus prendre. La plante, c'est la même chose. La plante, lorsqu'elle est là, si vous lui apportez des engrais alors qu'elle n'en a pas besoin, elle va rejeter juste ces engrais-là. Ça veut dire que vous aurez dépensé de l'argent pour rien. La plante vit exactement comme l'homme. Donc, je ne peux pas vous dire il faut engraisser comme 2 fois, 3 fois. Non. Tout dépend de là où vous êtes situé. Tout dépend de la texture de votre sol. Voilà ce que je voulais dire avec vous. Je vous salue chaleureusement. Avant de vous déconnecter, rassurez-vous que vous avez partagé cette vidéo au moins à 5 personnes. Au moins à 5 personnes. Partagez la vidéo et ça pourra aussi nous montrer que ce qu'on fait est, ce qu'on fait, vous aimez cela parce que ne croyez pas aux gens qui disent que les likes ne servent à rien. Non, non, non.
Parce que quand moi j'ouvre parfois ma page, je regarde ces likes. Je regarde ce que pensent mes internautes. Parce que ce que vous pensez aussi me permet de m'améliorer. Or, si on fait des vidéos comme ça et que vous ne les partagez pas, parfois ça ralentit la chose. Or, en partageant, non seulement vous gagnez, je gagne et les autres gagnent. Ciao!